Dossier de presse, article écrit par Louise-Anna Neri, intitulé « L'homme ». De la première partie de la vie de René Guénon, celle qui a précédé son arrivée en Égypte, on ne sait rien, sinon qu'il est né à Blois en 1886 et qu'il s'est installé à Paris, où il s'est marié une première fois. Personne, autant que lui, n'a su effacer les traces de son passé au moment où il s'est décidé à transférer d'un pays à un autre son cadre de vie. Cependant, son œuvre permet qu'on se livre à d'utiles suppositions. D'autre part, en nous fondant sur ce que l'on connaît de l'homme qui a vécu au Caire, on peut tenter, par interpolation, de deviner ce que fut son existence en Occident. L'enfant blésois, nous l'imaginons volontiers, se livrant sur les bords de la Loire à des jeux simples et tranquilles, et délaissant souvent les choses de son âge, pour suivre rêveusement dans le ciel la trajectoire des astres. Nous le voyons encore se promenant seul dans la vieille forêt que côtoie la ville, cherchant déjà à formuler de lui-même les questions que plus tard il se posera avec angoisse. A-t-il été ensuite un adolescent chérissant la sourde révolte, constamment grandissante, qui l'opposait aux habitudes de son milieu? Les questions qu'à l'orée de la vie tout adolescent se pose, que n'a-t-il dû les considérer sous tous leurs angles, luttant peut-être contre le compromis que choisissent généralement les hommes? Mais dans la machine sociale, il y a difficilement place pour ceux qui subordonnent leur vie à la recherche de réponses. Et la révolte dut prendre de l'ampleur en l'âme du jeune René, au fur et à mesure que, par ses fréquentations, il pénétrait plus avant dans les découvertes sociales. Devant des concessions continuelles auxquelles sont amenés les hommes, peut-on concevoir l'attitude de Guénon autrement que comme celle d'une âme qui se repliait vers son propre reflet, d'un esprit qui cherchait ailleurs que dans les inutiles sentiers battus, sa nécessaire pâture? Son inadaptation sociale, son anxiété intérieure avait dû prendre une forme aiguë lorsque René Guénon, dans des circonstances qui nous demeurent inconnues, s'initia aux doctrines hindoues. Il est difficile de déceler de quelle manière il fut entraîné dans le courant qui ne devait pas tarder à faire de lui un des plus grands penseurs de notre temps. Sa rencontre avec la pensée orientale a-t-elle été due au vaste mouvement littéraire qui, au début du siècle, manifesta sa curiosité pour les choses d'Extrême-Orient? André Gide ajoutait alors la traduction des poèmes de Rabindranath Tagore à la vie de Ramakrishna que Romain Rolland avait publié. Un même intérêt a peut-être amené Guénon à deviner la fabuleuse richesse de l'ésotérisme indien. On peut penser également que cette rencontre n'a pas été cherchée par le futur métaphysicien, mais qu'au contraire, elle est survenue par un hasard providentiel. Comme un feu peut naître d'une étincelle, on imagine bien la pensée de Guénon guidée invinciblement vers l'examen du Vedanta. Quoi qu'il en fût, sa voie a été trouvée. Le blésois, installé à Paris, consacra probablement la majeure partie de son temps à l'étude de la tradition indienne. Son premier ouvrage en fait foi, publié en 1921. Il porte comme titre « Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues ». Il était naturel dès lors que, s'imprégnant davantage de l'esprit oriental, sa rigidité de vue à l'égard de l'Occident alla en s'accentuant. Attiré par les méthodes de la pure connaissance, s'initiant peut-être aussi aux moyens de parvenir au yoga, maintes passages de son œuvre le laissent supposer, il considérait comme intellectuellement rétrogrades les méthodes scientifiques modernes qui sont à la base de la philosophie de l'Occident. Celle-ci, disait Guénon, met en jeu des facultés proprement humaines, alors que la connaissance métaphysique n'est pas une connaissance humaine. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas en tant qu'homme que l'homme peut y parvenir, mais c'est en tant que cet être qui est humain dans un de ses états est en même temps autre chose et plus qu'un être humain. Fermez les guillemets. Homme, il le demeurait lorsqu'il fallait exposer une pensée, mais il ne l'était plus lorsqu'il s'agissait de découvrir la vérité. Ouvrez les guillemets. La raison est une faculté spécifiquement humaine, mais ce qui est au-delà de la raison est véritablement non humain. Fermez les guillemets, écrivit-il.
Arithméticien occidental, René Guénon connaissait les frontières de la raison. Métaphysicien oriental, il découvrait l'infini de l'intuition intellectuelle. Il opposait d'ailleurs celle-ci à l'intuition sensible qui guidait Bergson. Cette différence essentielle qui, à ses yeux, séparait l'Orient profondément sur le plan de la vie sociale. La constatation que François Bonjean fait de l'inaptitude de l'Européen à rester sans parler ou s'agiter, comme elle devait affecter Guénon qui aimait sans doute à chercher refuge dans la contemplation pour recevoir les vérités suprêmes. On retire ce sentiment de la lecture d'un ouvrage qu'il publiait en 1924, Orient et Occident, où il affirmait entre autres conclusions que l'occidental, en délaissant les sentiers suivis par les penseurs du Moyen-Âge, avait désappris la contemplation et le sens de l'union avec le principe suprême, le yoga dans la doctrine hindoue. Ainsi opposé aux penseurs de son siècle et de son milieu, il est facile de supposer que René Guénon se cantonna dans une sévère solitude, ne frayant qu'avec un groupe d'initiés comme lui. Élargissant le champ de ses études, il examina probablement toutes les religions, découvrant à leur base le même caractère ésotérique, qu'il s'agisse de l'hindouisme, du christianisme ou de l'islamisme. C'est cette dernière qui lui fut effectuée la deuxième étape de sa vie. On ne sait pas dans quelles circonstances René Guénon se convertit à l'islamisme. Un seul fait est certain, c'est qu'il était devenu musulman avant d'arriver en Égypte. Sa conversion eut lieu probablement au cours d'un voyage en Afrique du Nord. On a pu dire qu'un défi à l'Occident a été à l'origine de cette conversion. Nous tenons toutefois à rapporter le témoignage de ceux qui l'ont intimement connu au Caire. Le cheikh Abdelwahid Yahya, tel est le nom qu'il avait choisi, ne manquait à aucun de ses devoirs religieux et affirmait sa conviction. Il n'est point de place ici pour définir sur le plan de la pensée la position de René Guénon à l'égard de l'islam. Il est cependant utile, pour nous éclairer, de transcrire ce passage d'un article que le cheikh Abdelwahid écrivit en 1947 pour les Cahiers du Sud. Nous citons : de toutes les doctrines traditionnelles, la doctrine islamique est peut-être celle où est marquée le plus nettement la distinction de deux parties complémentaires l'une de l'autre, que l'on peut désigner comme l'exotérisme et l'ésotérisme. Ce sont, suivant la terminologie arabe, al-shari'a, c'est-à-dire littéralement la grande route, commune à tous, et al-haqiqa, c'est-à-dire la vérité intérieure, réservée à l'élite, non en vertu d'une décision plus ou moins arbitraire, mais par la nature même des choses, parce que tous ne possèdent pas les aptitudes ou les qualifications requises pour parvenir à sa connaissance. La charia comprend tout ce que l'on langage occidental désignerait comme proprement religieux, et notamment tout le côté social et législatif qui, dans l'islam, s'intègre essentiellement à la religion. On pourrait dire qu'elle est avant tout règle d'action, tandis que la haqiqa est connaissance pure. Mais il doit être bien entendu que c'est cette connaissance qui donne à la charia son sens supérieur et profond, et sa vraie raison d'être. Fin de citation. La conversion de Guénon le conduisit ainsi vers la solution du dilemme, auquel, après de nombreuses années d'études, il donna une forme précise lors d'une conférence lue à la Sorbonne le 17 décembre 1925. D'une part, affirmait-il à son auditoire, l'Orient a conservé la tradition. D'autre part, l'Occident l'a perdue et désapprise. D'un côté, l'Orient a maintenu la connaissance métaphysique, de l'autre, l'Occident ignore complètement tout ce qui s'y rapporte. Entre ces deux civilisations, comment pourrait-on trouver une commune mesure ? Et qui donc, à moins d'être aveuglé par je ne sais quel parti pris, osera prétendre que la supériorité matérielle compense l'infériorité intellectuelle ? Il s'agit de la pure intellectualité. Imaginons la lourde émotion qui devait envahir René Guénon lorsqu'il ajouta, ouvrez les guillemets, « Il me semble qu'il suffit de réfléchir un instant à ces questions pour n'avoir aucun doute sur la réponse qu'il convient d'adopter. » Fermez les guillemets. Car cette réponse, il l'entrevoyait déjà à cette époque. Quelque temps après la mort de sa première épouse, il fit donc ses préparatifs et vint en Égypte.
Et c'est ainsi qu'un jour d'automne de l'an 1930, le cheikh Abdelwahid Yahya arrivait au Caire, qu'il ne devait plus quitter.